Michel Ferber interprète Prélude de Pan, une nouvelle extraite du recueil Solitude de la pitié de Jean Giono. L'histoire se déroule de l'autre côté du col de Luce-la-Croix-Haute, entre Grenoble et la Provence, dans un village que l'on découvre au fil du récit. C'est l'histoire d'un étranger qui débarque dans une fête de village. Quelque chose dans le comportement des gens lui apparaît insupportable. Par son regard et par sa parole, il va faire basculer les hommes, les bêtes et même les éléments dans une transe collective, une véritable apocalypse. Qui est cet homme? Le diable? Le Christ? Giono laisse planer le doute. Pan, le héros de l'histoire, se fait le défenseur de la pureté du cœur, de la fraternité entre les êtres. Mais quand cette fraternité devient appétit charnel et que la bestialité fait irruption dans la vie des hommes, les résultats deviennent effrayants et même, comme le dit Giono, monstrueux pour notre ordre et pour notre morale. Mais au-delà des morales et de l'organisation normale de la vie des hommes, il y a une espèce de monstruosité naturelle qu'il faut connaître, qui existe. Alors voilà. Tout ça est arrivé le 4 de septembre, l'an de ces gros orages. Cette année où il y eut du malheur pour tous sur notre terre. Si vous vous souvenez, ça avait commencé par une sorte d'éboulement du côté de Toussière, avec plus de 50 sapins culbutés cul dessus tête. La ravine charriait de longs cadavres d'arbres et ça faisait un bruit. C'était pitié de voir éclater ces troncs de bon bois contre les roches. Et tout ça s'en allait sur l'eau en charpie, comme de la viande de malade. Puis, il y eut cet évasement de la source de Frontfroid. Vous vous souvenez? Cette haute prairie soudain toute molle, puis cette bouche qui s'ouvrit dans les herbes, et on entendait au fond balloter l'eau noire. Puis ce vomissement qui lui prit à la montagne, et le vallon qui braillait sous les lourds paquets d'eau froide. Ces deux choses-là, ça avait fait parler. On était dans les transes. Plus d'un se levait, au milieu de la nuit, allait pieds nus à la fenêtre pour écouter, au fond de l'ombre, la montagne qui gémissait comme en mal d'enfant. On eut cependant un peu de paix. Mais les jours n'étaient pas dans leur santé ordinaire. À la lisière de l'échaud, une brume verte flottait. Il y en avait de cette brume accrochée à tous les angles de la montagne, comme si le vent était lourd d'herbes de mer. Du côté de Plampre, ça sentait la gentiane écrasée. Un jour, il vint une fillette du garde, qui apportait un beau champignon, plus large qu'un chapeau, et blême et tacheté de noir, comme une tête d'homme mort. Tout ça, ça aurait dû réveiller notre méfiance. Et de tout ça, on se méfiait, mais la vie est la vie. Allez donc en arrêter l'eau, et on s'habitue à tout, même à la peur. Le 4 septembre, c'est notre fête votive, une vogue, comme on dit. De mon jeune temps, ça réunissait 3 ou 4 communes. On y venait de Vaunières, de Glandage, de Montbran, on passait le col. À cette heure déjà, on la faisait entre nous. Il n'y avait plus que les gens des fermes hautes qui venaient, les bûcherons des tailles, et les bergers qui, de cachette, entraient le soir au village. Pour boire le coup, ils laissaient les troupeaux seuls sur les pâtures des oches. Comme je vous l'ai dit, il s'était fait un grand calme. Il y avait au-dessus de nous un rond d'azur étalé, tout net,
bien propre. Sur le pourtour de l'horizon, il y avait une épaisse barre de nuages, violet et lourd. Elle était là, matin et soir, sans bouger, toujours la même, écrasant le dos des montagnes. Bon, c'est pour les autres, qu'on disait. Ça doit tomber dans le Trièves. Ça doit faire vilain sur la Drôme. Et malgré ça, on disait ça, mais on regardait ce rond de bleu qui pesait sur le village comme une meule. Maintenant qu'on sait, on sait que c'était la marque, le signe, que par ce rond, on avait voulu indiquer notre village et le faire luire au soleil pour le désigner au mal. Bon, ça va bien. Nous, on était contents. Le temps s'est purgé avant. Vous verrez qu'il fera beau pour la fête. Ah, tant mieux, pour une fois. Le fils du charron allait à toutes les maisons avec une liste et on donnait qui 100 sous, qui 3 francs, pour que notre fête soit une belle fête et qu'elle ne nous fasse pas prendre honte. Près de l'école, il y avait déjà une baraque qui sentait le berlingot. Il y eut pendant une nuit ou deux des bruits de ciel. Ah, ça, si, quand même. Mais non, non, non. Les matins étaient blonds d'herbes mûres. Le vent sentait la flouve. Il y avait ce rond de bleu plein de soleil qui nous trompait. La terre était chaude aux pieds et élastique, comme un fruit. Ce 4 de septembre, donc, on écarta les volets. Et c'était le beau temps. Ceux du Café du Peuple avaient planté un mai devant leur porte, un jeune sapin tout luisant. Et dans ses branches étaient pendues l'écharpe rouge, qu'on gagnait aux boules, l'écharpe bleue, qui était le prix de la course des filles, et la tailleule blanche, qui était le prix de la course des hommes. Et tout ça flottait dans un ruisseau d'air, allègre, parfumé, joueur comme un cabri. Ceux du Café du Centre avaient installé des tréteaux jusque sous l'arbre de la liberté. Le lavoir était plein de bouteilles qui fraîchissaient sous l'eau. L'épicier avait commandé à son cousin du Champsort une caisse de tartelettes. Et il était sur le pas de sa porte à les attendre, et il disait à ceux qui passaient « Vous savez, je vais avoir des tartelettes. » Et on pensait « Ça fera bon dessert. » Apollonie attendait ses neveux de Trièves. Le frère d'Antoine, Polyte, devait venir des Corriardes avec toute sa famille. Les joueurs de boules du Trabèche s'étaient fait inscrire. Et c'étaient des forts. De Montamar, il venait 6, de Montbran, 3. Et on savait que les bergers des Oches viendraient, mais on n'en disait rien. Les premières vilaines figures qu'on vit furent les gens des Corriardes. Ils mirent le mulet à l'écurie, sans dire un mot, en se regardant par en dessous, et sitôt après, le père souffla à Antoine. « Il faudra que tu t'arranges pour nous faire coucher ce soir. On ne veut pas retourner à la nuit. Puis, fais-nous boire quelque chose de fort. » On leur demanda ce qu'ils avaient. Rien. Rien. Et il leur resta du noir mystère dans les yeux pendant plus de 2 heures. Ceux du Trièves étaient mouillés. Il pleut au col et tout drôle. C'est... seulement à ça, on n'y pensa vite plus. Il y eut dans le ciel comme une main qui écarta l'amoncellement des nuages,
Une petite brise coula qui sentait la reine des prés. Le soleil s'étala sur la terre et se mit à y dormir en écrasant les ombres. Il ne resta plus de menace que du côté de Montama, où les nuages étaient toujours luisants et sombres, comme un tas d'aubergines. Au café du centre, c'était plein à déborder. Dans la cuisine, c'était un bruit de vaisselle et d'eau, à croire qu'un torrent y coulait. On s'inondait de bière et de vin sur le parquet. Quand on bougeait ses pieds, ça faisait flanc, flanc, flanc dans de la mousse de bière et du vin répandu. Dehors, il y avait du monde jusque dessous l'arbre de la liberté. La Marie allait au lavoir. Elle s'emplissait les bras de bouteilles toutes ruisselantes d'eau fraîche. Et elle apportait ça en frissonnant parce que ça lui mouillait les seins et qu'à la longue, toute cette eau lui dégoulinait jusqu'au ventre. Comme elle arrivait pour servir, on lui passait les cuisses, on lui tapait sur les fesses. Il y en a même qui s'allongeaient à longueur de bras sous la jupe. Ah, laissez-le ça. Que c'est chaud, elle disait. De boire, il y en avait qui étaient déjà malades et qui chantaient « Pauvre paysan, je suis un pauvre paysan qui a perdu tout son argent. » D'autres sortaient vite du banc pour aller s'efforcer de la gueule dans un coin. Il y en avait qui riaient, on ne sait pas de quoi, mais d'un rire, et qui pissaient tout assis, puis qui reprenaient le sérieux en se sentant mouillés dans l'entrejambe, puis qui repartaient à rire et à boire. Au café du peuple, c'était pareil. Enfin, sauf dans un coin, tout au fond, où ils étaient les trois du Trièves. Ils avaient passé le col le matin, c'est pas pénible en septembre, mais ils disaient... C'était drôle, pas naturel. Et qui sait, ils avaient la pipe et de grands verres et ils essayaient de faire passer l'inquiétude. Le midi, on était en train de discuter la défaite de Polyte aux boules. Avec mon Polyte, tout sombre, au beau milieu, et qui mâchait ses moustaches. D'habitude, c'est un tireur de première, mais là, on ne sait pas pourquoi. Il avait raté son coup. L'équipe de Polyte a perdu. Pas possible, pas possible. Les femmes criaient « À table, à table !» Parlait si on engueula les ménagères. Puis, ce fut une affaire pour tirer tout ce monde de là. Enfin, pour les jeunes encore, ce fut facile. C'était exciter les mains sur les fesses des servantes. Rien que de sentir l'odeur de leurs femmes, ça les faisait dresser. Mais pour les autres, il fallut en dire. Allez, va, gros sac. Mais viens donc. Ah, tu t'es bien arrangé déjà. Et à ton âge. Ah, tu es beau, va. Et même des claques. De l'homme à la femme, et de la femme à l'homme, en famille, quoi. Et de ceux qui répondaient « Va te coucher, hein », vieille sangsue, et qui se levaient quand même, et s'en allaient. Enfin, il y eut de nouveau du large, et de l'espace vide dans la rue et dans les deux cafés. Et pendant qu'on dînait, il y eut, dans le ciel, comme un oiseau, un épais silence, lourd et seul. Dans ce silence, il n'y avait ni bise, ni bruit de pas, ni bourdon de guêpe, ni soupir d'herbe. Il était seulement du silence, rond et pesant, plein de soleil, comme une boule de feu.
C'est au milieu de ce silence qu'un homme arriva par le chemin de la forêt. Il venait dans l'ombre des maisons. Il avait l'air de se musser sous cette ombre. Il allait 2 pas, puis il épiait, puis il faisait encore quelques pas légers en rasant les murs. Il vit notre peuplier. Alors il osa traverser une grande plaque de soleil et il vint vers l'arbre. Il resta là un moment, reniflé. Il prenait le vent. Il avait le dos rond, comme les bêtes chassées. De sa main, il caressait la vieille peau de notre arbre. À un moment, il abaissa une branche, il mit sa tête dans les feuilles pour les sentir. Enfin, il s'avança jusqu'au café du peuple, il écarta le rideau et, doucement, il entra. J'avais vu ça de ma fenêtre. J'allais déjà faire ma sieste. La fête était peu de choses pour moi. Et j'étais seul à la maison, comme vous savez. Maintenant, c'est d'après le dire d'Antoine qui le servit. Il était maigre et tout sec, sans âge. Il était sans veste, avec une chemise de fil bleu, comme le ciel. Il en avait retroussé les manches et on voyait ses coudes plissés et noirs, comme des blessures de branches sur un tronc. Il avait du poil sur la poitrine, comme un chien de berger. Il demanda de l'eau, pas plus. Et il dit « Je paierai ». Une fois dit, ça n'avait pas l'air qu'on puisse aller contre. On lui donna son eau. Il la voulait dans un baquet. Antoine m'a raconté. Je suis allé à la cuisine et j'étais tout intrigué. Je n'ai rien dit à ceux du Trièves qui mangeaient là. Je n'ai rien dit à ma femme, mais je l'ai regardé par un accroc du rideau. Il a bu à même la seille, comme les bêtes. Puis il a tiré de sa poche 3 pommes de pin. Il les a dépouillées sur la table, il s'est mis à en croquer les graines. Et il les prenait à la pointe de ses ongles et les broyait du bout des dents. De là où je le regardais, on aurait dit un gros écureuil. Ah, le repas de midi, ça dura des heures. Parce qu'on avait préparé toutes les viandailles de la création. D'abord, on avait sorti le saucisson du pot à huile et il était là, dans l'assiette, blanc et gras, comme une grosse chenille. On avait mis à cuire le coq à l'étouffée, les lapins au sang, on avait tué des chèvres, ça sentait partout la viande écrasée et l'herbe morte. Ah, on avait bu des vins, celui des côtes, celui des Pierrailles, un de 2 ans. Celui-là, qu'est-ce t'en dis? Collègue, chin. Du vieux vin à la bouteille de fine, il n'y a qu'à étendre la main, même sans chandelle. Et c'est là, tout de suite, on en faisait descendre. C'est là toute la fête chez nous. On se fourrait dans la bouche de grands morceaux de blanc de coq qui pendaient au bout des fourchettes comme des lambeaux d'écorce de frêne. À la fin, dans les maisons, ça sentait toutes les odeurs, sauf les bonnes. Il pouvait être dans les 3h30, quand l'homme, ayant fini son repas, se dressa. Il paya. Antoine ne voulait pas de sous pour de l'eau. L'homme dit « Pour le coin de ta maison, où je me suis assis ». Et il le força à prendre une pièce.
Mais comme il allait pour sortir, voilà toute l'équipe à Boniface qui arrive et qui bouche la porte et qui entre en se bousculant avec des « Ah, salut salut la compagnie !» parfumés au saucisson. Dans cette équipe, il y a tout ce qui se fait de plus gros en fête de bûcheron. L'homme essaya bien un peu de passer entre eux. Puis, il recula dans son coin d'ombre, et tous les gros autres s'étant installés au beau milieu, il n'osa plus. Il était, paraît-il, comme une bête prise au piège. Son beau regard affolé suppliait. Enfin, tout ça, c'est le dire d'Antoine. Et peut-être son souvenir est tout brumeux de ce qui a suivi. Donc l'homme se renfonça dans son coin où il y avait de l'ombre, et le café recommença à s'emplir. Moi, c'est à peu près à ce moment-là que je me levais de ma sieste. Et je me souviens que mon premier travail fut d'aller à la lucarne du grenier pour voir le ciel. Le bleu s'était rétréci. En plus de ce qui était entassé sur Mont-Amas, et qui demeurait toujours immobile et sacrément dur, il y avait 2 ou 3 mauvais nuages qui pointaient au-dessus de la montagne pour voir ce que nous faisions. Ah, ça passera pas le soir, que je me dis. Et de fait, enfin, pour moi, lever sur ces 4 heures de tantôt, il n'y avait qu'une chose à faire, aller chez l'Antoine. Enfin, ou chez le centre, bien entendu, mais c'est la même chose. Comme ça, je suis arrivé que c'était déjà commencé. En approchant, je me dis... on se dispute. On entendait gueuler le Boniface. J'entrais. Ils étaient tous tournés vers le fond de la pièce, vers une chose que l'ombre délivra un peu de temps après, et qui était l'homme. Il émergea de l'ombre comme d'une eau. Je ne sais pas si ce fut l'effet du jour qui tournait autour du village et venait un peu d'aplomb, ou si la force de cet homme rayonnait de lui en délayant l'ombre. Le fait est que je le vis, tout à coup. Il était debout, très triste, accablé par une grande pensée qui teignait ses yeux en noir. Sur son épaule était posée une petite colombe des bois. Et c'est à ces deux-là, à lui et à la colombe, que le Boniface, tout perdu de vin, en avait. Il paraît que ça avait commencé drôlement, enfin, bizarrement. Mais d'abord, il faut dire, toute cette équipe de gros hommes, les bûcherons de la taille 72, là-haut, près du Garnesier, arrivaient tout droit des Hauts-Bois après plus de 100 jours de campement solitaire. Ils venaient de vivre plus de 100 jours, je vous dis, avec comme compagnons le ciel et les pierres, la forêt. Ça n'était pas leur compagne, ni leur ami. Ils l'assassinaient. Ce qu'il faut faire pour vivre quand même. Cette amitié qu'ils étaient forcés d'avoir pour le grand ciel tout en acier, pour l'air dur, pour cette terre froide comme de la chair de mort, ça leur mettait au cœur le désir d'embrasser les arbres comme des hommes. Et voilà qu'ils étaient là, au contraire, pour les tuer.
Je vous explique mal. Que voulez-vous? Enfin, c'est un peu, sauf votre respect, comme si vous, qui aimez Berthe, enfin je le sais, et elle le mérite, on vous obligeait, pour vivre, à la tuer, elle, et à faire des boudins avec son sang. Enfin, excusez-moi, enfin, c'est pour dire, mais... Vous comprenez maintenant. Alors, pour en revenir à ces gars, ces choses contenues de leur désir et de leur amour, ça se changeait en méchanceté contre les gens et contre les bêtes. Ils étaient là, avec leur barbe, comme de la mousse, avec leurs gestes, habitués à l'espace de l'air et qui était plus large que les nôtres. Le Boniface avait apporté dans la poche de sa veste de velours cette petite colombe des bois. Il s'était mis dans la tête, là-haut, de l'apprivoiser. Et comme chaque fois qu'il la lâchait, elle jaillissait dans la cabane, renversait la chandelle et volait comme une folle contre le mouchoir de la fenêtre. Il lui avait cassé une épaule. Ouais. Vous voyez ça? C'était déjà pas mal. Et il avait fait ça à jeun, de son libre propos, avec ses grosses mains, qui sont comme des feuilles de bardane. Oui. Il avait serré l'oiseau gris dans sa grosse main et il avait tordu l'aile jusqu'à entendre craquer les os. Que voulez-vous? Donc, elle était là, la pauvre bestiole, tout estropiée. On a traîné son aile comme un point mort. Elle était là avec cette chose morte qui lui pesait. Comme ça, d'un coup, il lui avait enlevé tout le ciel, tout le bon d'aller dans le vent à la vitesse de l'air. Elle était là, on se traînait sur la table, dans de la dégueulure de vin. Lui, étalé sur sa chaise, avec son ventre plein qui débordait du pantalon, il riait. Il riait, il regardait cette pauvre petite chose. Il avait appesanti sa force sur ça. Et d'une bulle de plume, il en avait fait cette petite pelote toute gauche qui boitillait contre les vers, qui était là, à se traîner, en gémissant. Quand elle s'éloignait de lui, il la giflait d'un revers de main, et il la renvoyait comme une balle au milieu du vin répandu. Alors, l'oiseau essayait d'ouvrir ses ailes, et la blessure de son épaule se déchirait. Et il avait alors un long cri pour se plaindre. Il restait longtemps, le bec ouvert, tout tremblant, et la tête éperdue. Comme ça faisait 3 fois, l'homme du fond dit « Laisse cette bête ». De saisissement d'entendre parler dans un coin où il croyait qu'il n'y avait personne, ou bien d'autre chose, le Boniface se tourna. Et la colombe avait été touchée par cette voix, elle aussi. Et cette voix, ça avait dû être un peu d'espoir pour elle. Et elle devait la connaître d'instinct, parce qu'aussitôt, enfin, il paraît, la voilà qui se ramasse, la voilà qui supprime son mal d'un coup de volonté, la voilà qui tend brusquement la voilure de ses plumes et, dans un roucoulis, elle s'élance vers la voix.
Elle était toute sale de vin. On l'entendait là-bas, contre l'homme. Elle râlait de joie. Et on entendait aussi l'homme. Il parlait à la colombe. Il lui parlait le langage des colombes, et la colombe lui répondait de sa voix triste. « Qui c'est, celui-là » demanda Boniface. Le café était maintenant plein de monde, mais personne ne savait qui c'était, celui-là. C'est à ce moment-là que j'entrai. C'est à ce moment-là aussi qu'un de ces nuages de tout à l'heure, bien blanc, tout massif comme un galet, passa au-dessus du village, réfléchissant le soleil. Un jet de lumière éclata sur les vitres de la fenêtre. Le fond du café s'éclaira. On vit l'homme. « Fiche-nous la paix, toi, garçon, et rends-moi ma bête !» dit Boniface en tendant sa main. L'homme avait la colombe sur son épaule. Il se tourna vers elle et lui parla dans le langage des oiseaux. Il soupira. La large main de Boniface était toujours tendue de son côté. « Allons ! Allez ! Allez ! » « Je la garde, » dit l'homme. « Ça !» eut seulement le temps de dire Boniface dont il était comme écrasé par le sang-plan de l'homme. « Ça alors !» Et il se dressa en faisant craquer la chaise. Il était là, dans notre salle à boire, debout comme un tronc de chêne. Et il resta comme ça, parce que l'autre continuait de sa petite voix tranquille. Cette voix désentendue, on ne pouvait plus bouger ni bras ni jambes. On se disait, mais j'ai déjà entendu ça. Et on avait la tête pleine d'arbres et d'oiseaux et de pluie et de vent et du tressautement de la terre. « Je la garde, » disait l'homme. « Elle est à moi. »« De quel droit, toi ? Tu l'as prise et tu l'as tordue. De quel droit, toi, le fort, le solide, tu as écrasé la bête grise ? Dis-moi. Ça a du sang, ça, comme toi. Ça a le sang de la même couleur. Et ça a le droit au soleil et au vent, comme toi. Tu n'as pas plus de droit que la bête. On t'a donné la même chose à elle et à toi. T'en prends assez avec ton nez. T'en prends assez avec tes yeux. Tu as dû en écraser des choses pour être si gros que ça, au milieu de la vie. T'as pas compris que, jusqu'à présent, c'était miracle que tu aies pu tuer et meurtrir, et puis vivre, toi, quand même, avec la bouche pleine de sang, avec ce ventre plein de sang. T'as pas compris que c'était miracle, que tu aies pu digérer tout ce sang et toute cette douleur que tu as bu. Et alors ? Pourquoi ? On était tous comme des bûches mortes, alignées au bord du chemin. « Il est fou, celui-là !» dit Boniface. « Non.
Il n'est pas fou, c'est toi qui es fou. N'est-ce pas folie que de meurtrir ça? Vois. Il prit délicatement la colombe sur son épaule. Il avait des gestes doux avec elle. Elle était là, dans ses mains, à roucouler tout gentiment. Et il déploya la pauvre aile morte, et il la faisait voir à tous, ballante, sans vie, comme une chose retranchée du monde. Et nous avons fait alors... presque tous ensemble. Et ça n'était pas à la gloire de Boniface. Encore un coup qu'il fait le gros. Tu me la rends, ma bête. Je t'ai dit non. Je la garde. Tu t'en sers trop mal. Alors on les regarda, parce que Boniface, on le connaît. Pas un trop mauvais garçon. Mais quand on le bute, quand on y va un peu trop par le revers, ma foi, c'est pas le dernier à sortir ses poings. Et on se disait, il est allé un peu fort, l'étranger. Antoine parut sur le seuil de sa cuisine. Bon, la salle à boire n'est pas très grande. D'un pas, Boniface pouvait être au fond. Il fit ce pas. Il dressa son bras, qui était comme une poutre maîtresse, son poing, au bout, comme une courge. Et il resta comme ça, le bras en l'air. L'homme avait replacé la colombe sur son épaule. Il avait eu pour elle un petit murmure, comme pour dire « N'aie pas peur, reste là ». Et il avait tourné vers nous sa face de chèvre avec ses deux grands yeux tristes, tout allumés. Il resta là, un moment, à réfléchir, l'œil sur nous. Puis il se décida. Autant dire qu'il faut vous enseigner encore un coup la leçon. Peut-être que dans le mélange, vous retrouverez la clarté du cœur. Il pointa lentement son index vers Antoine et il lui dit « Va chercher ton accordéon. » Comme ça. Et c'était autour le grand silence de tous. Enfin, sauf dehors, bien sûr. La fête continuait à mugir comme une grosse vache. Et pour moi qui étais là, je peux vous dire, c'était exactement comme si j'avais eu la bouche pleine de ciment en train de durcir. Et pour les autres, ça devait être pareil. Et pour Boniface aussi. Personne ne fit un geste, même pas des lèvres. Il y avait sur nous tout le poids de la terre. On entendait au-dessus du café le pas d'Antoine qui allait chercher son accordéon dans sa chambre. Puis ce fut son pas dans l'escalier. Puis le voilà. Il était là, avec l'instrument entre ses mains. Il était prêt. Il attendait le commandement. « Joue », lui dit l'homme. Alors, il commença à jouer. Alors, ceux qui se trouvaient près de la fenêtre virent arriver les nuages. Le gros Boniface laissa retomber lentement son bras. Et dans le même moment, il levait la jambe, doucement.
cadence et l'harmonie de la musique, qui était plus douce qu'un vent de mai. Pourtant, ce que l'Antoine était en train de jouer, c'était toujours la chose habituelle. Ah, mio dolce amore, et sa salade de chansons qu'il inventait, mais ça avait pris une allure. Puis, Boniface leva l'autre jambe, et il arrondit ses bras, il se dandina de la hanche, puis il se mit à bouger les épaules, et sa barbe se mit à flotter dans le mouvement. Il dansait. Oui, il dansait là, en face de l'homme qui ne le quittait pas des yeux. Il dansait, mais comme en luttant contre son gré, à gestes encore gluants. C'était comme la naissance du danser. Puis petit à petit, toute sa mécanique d'os et de muscles, huilée de musique, prit sa vitesse. Il se mit à tressauter en éperdu, en soufflant des... Ses pieds battaient le plancher de bois. Il se levait sous ce pied une poussière qui flottait jusqu'à la hauteur de ses genoux. On était là, comme écrasés, à regarder. Pour moi, je n'étais plus maître ni de mes bras, ni de mes jambes, ni de tout mon corps, sauf de ma tête. Elle était libre. Elle avait tout loisir de voir monter l'ombre de l'orage, d'entendre siffler le vent du malheur. Pour les autres, je crois, c'était la même chose. Je me souviens, on avait tous été empaquetés par la même force. Le plus terrible, c'était cette tête toute libre qui se rendait compte de tout. D'un coup, du moment où l'homme était devenu le chef, nous avions tous eu le regard tiré vers lui et nous ne pouvions plus l'en détacher. Il avait une maigre barbe en herbe sèche, longue et tout emmêlée. Dessous, on voyait qu'il n'avait presque pas de menton. Il avait un long nez droit et large et un peu plat au-dessus. Il lui partait du milieu du front et descendait jusqu'à sa bouche. Sa belle lèvre était charnue, comme un fruit pelé. Il avait de beaux yeux ovales, pleins de couleurs jusqu'au ras des cils, sans une tache de blanc, mais huileux comme les yeux des chèvres qui rêvent. Il lui en coulait des regards qui étaient des ruisseaux de pitié et de douleur. Maintenant, le Boniface sautait comme un arbre en proie au vent. Et tous ont désiré et ont débordé du désir d'être avec lui. Hanche à hanche, on attendait l'ordre. Il vint, dans un de ces regards qui passa sur nous comme un pinceau, et chacun prit sa forme. Il alla d'abord sur André Blin, de l'équipe, et détouché, le voilà levé et parti en danse. Puis sur le Jacques Régotard, puis sur le Jean Moulin, puis sur le Polyte des Coriardes, qui, depuis le début, répétait à voix basse « Voilà, 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 sans qu'on sache pourquoi. » Puis sur les trois du Trièves, puis sur un des Hoches, puis sur l'Amélie, la serveuse. Puis à ce moment-là, il éclata un coup de tonnerre comme un écrasement. Et le regard
vint sur moi. Je fus touché, comme par une balle de fusil, envoyée en pleine danse, sans savoir. Puis, sur les autres, puis sur les autres. Ça virait, ça tournait, on avait de la poussière jusqu'aux hanches et la sueur coulait de nous comme de la pluie. Et c'était, sur le plancher, un tonnerre de pieds. On entendait du gros Boniface et les tables qui se cassaient, et les chaises qu'on écrasait, et les verres, des bouteilles broyées sous les pieds avec le bruit que font les porcs en mangeant les pois chiches. Et il y avait une épaisse odeur d'absinthe et de sirop qui nous serrait la tête comme dans un étau. Mais, à vrai dire, dans tout ça, l'Antoine n'était pas pour grand-chose. Au milieu de tout ce vacarme, on n'entendait plus sa musique. Elle était perdue dans tout ça. On le voyait seulement au hasard des virevoltes, qui brassait son instrument avec la rage qu'on mettait nous autres à danser. Ça n'était donc pas la musique qui nous ensorcelait, mais une chose terrible qui était entrée dans notre cœur en même temps que le regard triste de l'homme. C'était plus fort que nous. On avait l'air de se souvenir d'anciens gestes, de vieux gestes, qu'au bout de la chaîne des hommes, les premiers hommes avaient fait. Ça avait ouvert dans notre poitrine une trappe de cave, et il en était sorti toutes les forces noires de la création. Et alors, comme maintenant on était trop petits pour ça agitait notre sac de peau, comme des chats enfermés dans un sac de toile. Enfin non, c'est raconté à ma manière, mais j'en sais pas plus. Et puis c'est déjà bien beau de pouvoir vous le dire comme ça, comme tiré du mi-temps de cette chamade. On dansait comme ça depuis... qui sait... on ne sait pas. Et tout à coup, je sentis monter au fond de moi, comme une fureur, l'abomination des abominations, La colombe était toujours posée sur l'épaule de l'homme. Elle caressait du bec son aile malade. L'homme s'avança vers nous. On lui laissa le passage. Il alla jusqu'à la porte, il écarta le rideau et il sortit. Alors, comme un bœuf qu'on tire par le front, Antoine le suivit. Et nous, on se mit à avoir le désir de suivre aussi, et l'un après l'autre, la danse nous lança dehors, dans le village comme des graines. Le jour était couleur de soufre. Il cuisait sous le couvercle d'un gros orage. L'horloge sonna 6 heures du soir. L'homme était assis sur la margelle de notre fontaine. Avec sa main, il prenait de l'eau dans le bassin et il faisait boire la colombe. Mais la fête! Oh! La fête! Depuis les écoles jusqu'à l'arbre de la liberté, la rue était pleine de gens ivres de notre ivresse. Ça tournait, ça fluait, ça battait les murs comme les remous d'une eau. C'était comme une eau d'hommes, de femmes et d'enfants mélangés. Et ça dansait jusqu'à la perdition des forces. On avait là, au nœud des hanches et au nœud des épaules, comme une main qui appuyait et qui forçait. De temps en temps, une porte s'ouvrait
Une maison lâchée dans la danse, sa ménagère, avec encore la cuillère à peau dans la main ou la bûchette pour garnir le poêle. Ou bien une fille qui venait d'être arrachée à sa toilette en jupon par le bas, en chemise par le haut, qui tournait tout de suite au milieu de nous en levant les bras et en montrant les grosses touffes de poils roux de dessous ses bras. Il vint comme ça, la Thérèse et le fils Balarue, mariés la veille au soir et qui ne s'étaient même pas levés depuis. Oui, ces deux-là arrivèrent nus et déjà tout suants avec la chair mise à vif par leurs caresses. Et ça entrait dans la pâte que l'homme pétrissait par la seule puissance de ses yeux. Et ça entrait dans la pâte du grand pain de malheur qu'il était en train de pétrir. Maintenant, tout le village était dans la transe. Il n'y avait plus de table, plus de tréteaux, plus de bouteilles. La baraque au berlingot, arrachée de ses pieux, avait flotté un moment au-dessus de nos têtes avec sa toile comme une voile de barque. Et puis, elle était retombée sous nos pieds. Et alors, on dansait parfois dans de la pâte à berlingot et c'était dur de soulever les pieds. Alors on dansait dans du vin, dans de la bière, dans de la pisse, ouais, dans de la pisse qu'on laissait aller tout droit dans le pantalon ou dans la jupe sans réfléchir. Enfin, des fois je passais à côté de Boniface et j'entendais ces et des fois j'étais du côté de Polyte qui répétait toujours voilà. Et d'autres fois, j'étais avec des filles qui avaient les cuisses sans sang. Et j'avais les oreilles souffletées par leurs gémissements d'herbe perdue. Un large éclair volta au-dessus du village, comme un oiseau. Alors, la porte des écuries éclata. Il se rua sur nous, les mulets, et les chevaux et les poulains et les ânes entiers qui étaient tous en chaleur. Alors, les poulaillers s'ouvrirent comme des noix et on recevait dans la figure des poules et des coqs fous qui se cramponnaient de leurs ongles à la peau de nos joues. Et des pigeons qui tombaient sur nous comme de la neige. Et l'air bouillait de toute cette oisellerie. Du fond de la vallée, toutes les hirondelles qui s'étaient amassées les jours d'avant en vue du départ, du fond de la vallée, toutes les hirondelles jaillirent des saules et des buissons et des préchauds. C'était dans le ciel comme un grand fleuve du ciel. Il tourna un moment. Et puis il se vida sur nous et ce fut une pluie d'hirondelles et on ruisselait d'hirondelles, on en était lourd, on en était inondé et écrasé comme sous une chute d'eau. Alors, toute la verdure de la montagne se mit à bouillir comme une soupe. Tout ce que la forêt avait de bête se mit à suer d'entre les arbres, et d'entre les herbes ça dévalait sur les pentes, comme un débordement, comme un effondrement de boue, s'était serré, ventre à ventre, dos à dos, le poil contre le poil contre l'écaille. Il y avait les blaireaux, les renards, les sangliers, vieux loups, les écureuils, les rats d'arbres, les couleuvres qui semblaient des branches vivantes, les poignées de vipères et de vipreaux. Il y avait une hase, je me souviens, qui bondissait au bord, toute seule dans l'herbe, et chaque fois qu'elle sautait, on voyait un petit levreau, gros,
comme le poing pendu à l'une de ses tétines et qui ne lâchait pas le morceau. Il y avait un vieux cerf, noble et dur d'œil comme un monsieur, et qui était couvert de lichen, parce qu'il habitait les hauts parages du Durbonas. Il y avait, qui voltaient au-dessus de cette masse de bêtes, les chauves-souris des abîmes. Et elles volaient par bonds en déployant leurs grandes peaux velues. Elles avaient des jambes à déclic comme les sauterelles. Elles retombaient et on les entendait crier avec des voix de jeunes filles. Il y avait les lourds corbeaux, comme chargés de nuit, et qui nageaient dessous l'orage. Je les vis arriver, tous. En entrant dans le village, le loup se coucha contre la porte du café du centre. Avec son épaisse langue rouge, il léchait ses pattes blessées par les épines. Il vint aussitôt la pluie et la nuit. La pluie, dure et serrée. À croire que c'était des blocs de ciel qui tombaient sur nous. La nuit. Et alors, cette abomination qui me remplissait éclata autour de moi, comme un soleil. J'ai dansé cette nuit-là avec la jument de François. Et j'ai embrassé sa bouche aux dents jaunes. Et à vous en parler, j'ai encore un goût de foin mâché sur la langue. J'ai vu les hommes qui venaient aux bêtes avec des mains tendues. J'ai senti qu'on me touchait, j'ai envoyé la main. J'ai senti le poil. Ah, j'ai compris que c'était le cerf. Lui, il a vu que j'étais un homme, il s'est tourné vers ma gauche, et là, c'était Rosine, la fille du garde forestier. Et voilà que du côté des Oches, la terre était blanche de moutons. Et les gros béliers étaient en tête, et toute cette laine éclairait la nuit comme la lumière de la lune. Alors, il est venu un bel éclair qui est resté suspendu dans le ciel comme une lampe. On se réveilla au matin dans un village qui suintait toutes sortes de jus et qui puait comme un melon pourri. J'étais vautré dans du crottin de cheval. Un peu plus loin, il y avait la grosse Amélie, comme morte. La jupe en l'air, le linge arraché, et qui montrait tout son avoir. Mais on ne connut tout notre malheur que plus tard. Déjà, on savait que l'Anaïs avait sur elle une odeur qui ne voulait pas partir, qui la rendait folle. La jument de François creva d'un mal nouveau. Ça la tenait dans le ventre. On le lui ouvrit pour voir.
il y avait comme une grosse motte de sang, toute vivante, qu'on étouffa sous le fumier. Enfin, la Rosine accoucha. Ce qu'elle fit, on alla le noyer de nuit dans le torrent. Et la sage-femme d'Aspres resta plus de 6 mois malade. J'ai toujours ça devant les yeux, disait, c'est toujours ça devant les yeux, L'homme s'en était allé vers la Provence. Il y est entré par la route du Nord, par le couloir de Sisteron. On le sut d'un valet qui vint se louer aux Chauvines. À peu près à cette époque, il gardait les moutons du côté de Ribier. Un matin, il était couché dans les herbes. Il entendit un petit ramage dans la troupaille. Il dressa la tête. Il vit, près des barrières, un homme qui avait un oiseau sur l'épaule. L'homme parlait au mouton, avec une voix de mouton. Moi, nous dit-il, quand j'ai vu ça, je me suis recouché sous mon manteau et je n'ai plus bougé. Oui, l'homme est entré en Provence et l'amoncellement des nuages le suivait. Puis, là-bas aussi, le temps est revenu vers le clair. Mais j'ai un cousin qui habite la montagne de Lure et qui m'a dit « Non, suffit pour aujourd'hui. » Et voilà mon prélude fini.